Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlez-vous public, une émission conçue par VK et son partenaire la Casden Banque Populaire, la banque coopérative de la fonction publique. Le principe de cette émission est simple, aborder un des enjeux de l'action publique locale avec deux invités autour de 3 questions. Et pour cette nouvelle émission, nous avons choisi, dans cette période de crise sanitaire, de parler du conflit et des conflits, et notamment de la peur que ces conflits inspirent dans la prise de décision des managers publics dans leur ensemble et de leurs responsables politiques et des conséquences sur nos organisations et sur l'action publique dans sa cohérence, son efficacité et sa réactivité. Car les conséquences d'un conflit non traités ou évités sont souvent bien pires que l'amorce du conflit lui-même, d'où le titre de cette émission, du conflit, peur du conflit, bombe à retardement. Pour en parler, 2 invités que je remercie. Jean-Luc Placé, vous êtes président d'IDRH, qui a rejoint PwC, dont vous êtes également associé. Vous avez accompagné de nombreuses organisations publiques comme privées. Vous êtes membre du comité statutaire du MEDEF, dont vous avez été membre du comité exécutif. Vous avez également contribué aux travaux du Conseil économique et social sur des questions de dialogue social et de nouvelles formes de management pendant 10 ans. Jérôme Cohen-Mine, vous êtes directeur général du GHT Cœur Grand Est qui regroupe 9 établissements hospitaliers dans une direction commune et une stratégie territoriale sur un territoire, le Grand Est, qui a été frappé de plein fouet il y a quelques mois par l'épidémie du Covid. J'ajoute que vous êtes candidat à la présidence du SMPS, le syndicat des managers publics de santé. Et je me tourne d'abord vers vous, Jérôme Cohen-Mine. De tout temps, le conflit est apparu comme une donnée, je dirais, inévitable et inéluctable des relations humaines sous des formes diverses. Pourtant, de nombreux managers ou supposés décideurs ont tendance à vouloir éviter et fuir les conflits. À votre avis, pourquoi est-ce que nous avons tendance à confondre le conflit et la violence, si bien qu'on n'ose pas entrer en conflit par peur qu'il ne dégénère, ou est-ce que c'est pour de toute autre raison ? Merci pour ces questions. Je pense qu'il est naturel d'avoir peur, d'avoir une crainte du conflit, parce qu'il est normal chez tout individu d'avoir peur, une crainte de l'altérité. L'autre est différent de soi, et ce saut dans l'inconnu lorsqu'on discute, lorsqu'on échange, lorsque l'on est prêt à débattre avec un de nos collaborateurs, c'est aussi se remettre en question et se remettre en cause. Donc je pense déjà qu'il faut accepter tous, chacun, d'avoir peur de cette altérité et de se dire qu'il est normal d'avoir aussi peur de ce conflit qui peut apparaître. Il me semble aussi important, en introduction, de bien préciser que le conflit, je pense, est un échec finalement d'une vie collaborative. Le conflit va forcément aboutir sur un vainqueur et un vaincu. Et dès lors qu'il y a un vainqueur et un vaincu, à mon sens, on peut tendre vers une humiliation du vaincu. On peut tendre également sur des schémas types qui vont continuer dans le temps avec des idées préconçues par rapport à une stature, par rapport à une organisation, par rapport à un type de collaborateur. Donc le message qui me semble très important pour l'ensemble de nos collaborateurs, des managers, c'est de leur dire qu'il faut toujours avoir le courage d'aller voir nos collaborateurs qui ont des idées différentes, qu'il faut accepter l'altérité et toujours chercher le compromis. Lorsque l'on est en difficulté de trouver ce compromis par nous-mêmes, il me semble aussi important de faire appel à des médiations extérieures, d'être plusieurs pour essayer de résoudre le problème et toujours essayer de trouver un terrain d'entente. C'est par le compromis que l'on crée une richesse collective et que l'on réussit à faire avancer une collectivité, une organisation, un établissement public comme un hôpital, ou je l'imagine une entreprise aussi privée. Donc le conflit est pour moi malheureusement l'aboutissement d'un processus collectif qui s'est mal déroulé. Pour autant, il existe, et finalement, sa résolution est la même résolution qu'une altérité normale. C'est par la discussion, la présence et la recherche de compromis qu'on doit réussir collectivement à le dépasser, pour le bien commun et aussi le bien individuel. Oui, parce que un conflit n'est pas forcément un échec. Il peut être une étape normale dans une relation collective ou individuelle, et c'est simplement le fait d'essayer de le régler qui peut permettre de créer une dynamique. Je pense que s'il y a un conflit ouvert, le formuler ainsi, s'il y a un conflit ouvert, il y a quand même une forme d'échec. Ça veut dire qu'on n'a pas identifié en amont qu'il y avait une altérité qui allait, s'il n'était pas traité, si elle n'était pas traitée comme un enrichissement individuel et collectif, qui allait amener un conflit ouvert ensuite, qui allait crisper des positions, qui vont faire qu'on perd de l'énergie. Donc, je suis plutôt à penser que les conflits doivent être la plupart du temps évités, mais en acceptant par contre l'altérité. L'altérité veut quand même dire désaccord.
Il va y avoir des désaccords. Hein. Simplement, on ne va pas sortir les armes, on ne va pas dire nous allons manifester, nous allons faire la grève des instances, nous allons faire la grève du fonctionnement de l'organisation. Là, c'est un conflit ouvert. Il faut éviter ces situations-là, mais accepter le désaccord pour trouver des compromis, parce que chacun a raison, généralement, dans son point de vue. À l'hôpital, lorsqu'on discute avec un médecin, un soignant, un administratif, un logistique, un technique, et même au sein de ces fonctions, on se rend compte que dans nos 80 métiers hospitaliers, chacun a sa vision des choses, et donc chacun a sa résolution des problématiques, quelle qu'elle soit, y compris d'ailleurs, par exemple, quand on est en crise du Covid. Ils ont tous raison dans leur manière de voir les choses. Et si jamais on ne les traite pas collectivement avec des cercles d'expression, on peut se retrouver, même lorsqu'il y a un sujet très important comme la prise en charge de patients, on peut se retrouver avec des désaccords forts qui vont entraîner des conflits ouverts, qui vont entraîner une paralysie d'un outil de production qui peut être un outil de production de soins. J'ai envie de placer sur cette peur du conflit, particulièrement chez les managers, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Oui, là, c'est relativement pareil. Non, moi, je voulais revenir un peu plus en amont. Pas en rester au conflit, mais en rester à l'apprentissage du management. Ce qui, moi, me frappe depuis malheureusement 40 ans que je travaille et que je vais dans des écoles ou des grandes écoles ou des universités, c'est que l'enseignement du management est faible. L'enseignement du management comprend la gestion de conflits ou comprend peu la gestion de conflits puisqu'il y a peu de formation managériale. Dans le public comme dans le privé. Oh, dans le public comme dans le privé. Le public a pour lui une espèce de règle qui se dit ça va être traité ou réglé ailleurs. Le privé est un peu plus obligé de faire par lui-même. C'est-à-dire on considère qu'un jeune ingénieur, un jeune commerçant ou commercial rentrant dans une entreprise, dans le fond, il va regarder ce qui se passe un peu autour et il va faire son management à la main. Non, le management est une règle qui doit s'apprendre, ou des règles, des outils, des méthodes aussi sophistiquées que des règles de contrôle de gestion ou des règles de droit. Et il faut les apprendre et il n'y a pas assez d'approfondissement là-dessus. En plus, ce que les sociologues le disent, on parle d'archipélisation, c'est-à-dire maintenant ça devient encore un peu plus compliqué, encore un peu plus difficile, il y a plus de familles, de sous-familles, donc forcément de divergences, et rassembler, regrouper tout ça, signifie de faire et d'avoir des professionnels. Et maintenant, on a une troisième couche de difficulté avec la Covid, c'est-à-dire qu'on s'est tous entraînés depuis 6 mois à parler devant une machine, etc., etc., et on a déjà des managers qui étaient sous-compétents ou sous-techniques ou sous-professionnels qui vont devoir rassembler et gérer des conflits parfois lointains et le faire parfois en direct. Ça va être le management et peut-être les problèmes d'environnement, mais je dirais que le management est la grande idée des 10 prochaines années. Et c'est-à-dire que, vous l'évoquez d'une certaine manière en parlant je dirais en gros de formation, et c'est-à-dire que quand on a dans ces équipes des personnes qui ont des profils dont on sait qu'ils peuvent être dangereux dans des situations de crise, est-ce que ce sont des profils à proscrire complètement dans une organisation, aujourd'hui ? Et à la fois dans les recrutements, d'ailleurs. Il faut regarder. Enfin, moi, si vous voulez, je suis très frappé. Moi, mon entreprise recrute énormément, mais je suis très frappé. Il faut passer du temps. C'est-à-dire, nous, on considère que dans le fond, au bout d'un an, on verra bien si lui ou elle sait se déterminer, sait se poser, sait se placer. Mais là, je crois qu'il y a parfois des profils qu'il ne faut pas recruter. Donc, il y a le management et il y a le courage managérial aussi. Et il y a le courage managérial aussi, et à tous les niveaux, pas seulement du directeur général, mais de l'encadrement intermédiaire. La notion de leadership, moi je suis extrêmement frappé qu'on n'ose plus en parler comme s'il s'agissait d'un mot tabou. Jérôme Goëdmine, sur ce sujet ? Je pense qu'il est important de former toutes les personnes qui sont en responsabilité au management. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense qu'on n'est pas suffisamment bon en France sur ces formations, ces outils qu'on donne à nos professionnels. Je pense aussi qu'étudier, former l'histoire du management et de la sociologie, c'est important pour qu'on comprenne tous, d'ailleurs qu'on soit manager ou manager, que l'on ne dirige pas actuellement une entreprise, une organisation comme on le faisait il y a 20 ans, comme on le faisait à 50 ans ou 100 ans. Le taylorisme ne fonctionne plus actuellement. La société de l'information d'il y a 20 ans n'est plus la société actuelle non plus. Cette ouverture d'esprit me semble importante pour les managers et les managers, et oui à la formation renforcée des managers. Et je vais aussi dans le sens de ce qui a été dit. Je crois que dans ces soft skills qu'on apprend, il y a des profils qui vont être en capacité
de progresser davantage et de les faire fructifier. Et il y a d'autres profils où il faut avoir le courage de dire qu'ils ne sont pas faits pour être manager. Ils ne sont pas faits pour être manager. Ils ont d'autres qualités. On a besoin de techniciens qui sont en back-office, qui ont une capacité analytique forte, qui ont une capacité de résistance au travail forte, bref, d'autres capacités qui vont être très utiles pour l'organisation. Toutefois, même si on forme des gens au management, on ne fera pas de tout le monde des bons managers. Et donc là, il faut que l'entreprise, l'organisation, l'hôpital, ait le courage collectivement, individuellement aussi, donc c'est effectivement au leader, au directeur d'hôpital de prendre la responsabilité, mais aussi de le faire comprendre à l'ensemble de ses collaborateurs managers qu'il faut avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Et donc, par conséquent, lorsqu'on vit une aventure ensemble, lorsqu'on fait un projet ensemble, il faut avoir le courage de sortir les quelques éléments qui sont en position de management, que ce soit des médecins, des soignants, des administratifs, des logistiques, des techniques, pour les repositionner ailleurs dans l'organisation. On a besoin d'eux, mais pas forcément sur les positions de management, et remettre d'autres personnes. La difficulté, par contre, dans ces réorganisations que l'on peut faire dans nos chaînes managériales, je parle bien sûr sur ce que je connais mieux, et qui est l'hôpital public, c'est que ça met du temps à identifier la compétence managériale, en soft skills, en appétence, et ça met du temps aussi à la former en expérience et en formation universitaire. Donc tout cumulé, lorsqu'on est en train de changer une organisation pour améliorer son management, ça met du temps, il faut le courage, il faut de l'abnégation, mais je crois que c'est la clé de la réussite pour les organisations, et encore plus lorsque ce sont des entreprises humaines qui travaillent pour l'humain, ce qui est l'hôpital. Il est vrai qu'au-delà du recrutement que vous évoquiez, il y a particulièrement, je trouve, dans la fonction publique, la question de la promotion, qui se fait parfois de manière automatique à des personnes qui se retrouvent managers sans véritablement avoir même envie de l'être, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur ce que vous avez évoqué. À l'ancienneté, bien sûr. Alors, nous avons la chance, dans la fonction publique hospitalière, d'être autonomes dans nos hôpitaux. Donc dans nos hôpitaux, ceux qui accèdent à des fonctions d'encadrement, administratif, logistique, technique, soignante, médicale, ou de direction, c'est parce qu'il y a un choix de l'organisation, du directeur de le nommer. Donc on échappe à du clientélisme de manière générale, mais bien sûr, il faut faire attention quand même à nos recrutements, parce que parfois, on peut être amené inconsciemment de favoriser un réseau local, interne, qui peut être bénéfique, mais qui peut être aussi aux dépens de l'organisation par du réseau. Donc dans la fonction publique hospitalière, nous échappons à ces phénomènes de clientélisme, et je me permets après d'élargir quand même sur l'ensemble de la fonction publique. N'oublions pas qu'en France, c'est essentiellement des concours, donc le mérite est extrêmement présent pour la sélection de nos collègues fonctionnaires. Peut-être, par contre, avec un prisme insuffisamment mis dans le concours, dans la sélection, dans le grand oral, sur ses capacités managériales. Bien sûr. C'est pas dans un grand oral de 20 minutes qu'on définit si quelqu'un a une capacité managériale. Jean-Luc Placé ? Ah oui, ça je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, c'est-à-dire je connais aussi un peu la fonction publique, et incontestablement on reste encore un élitisme technicien, peu relationnel, peu comportemental. Et le comportemental est évidemment fait tout à fait partie de l'enseignement du management. C'est pas quelque chose de répandu. On fait ça en plus. On a l'impression que, ah bah oui, si en plus on tombe sur un gars qui sait écouter, qui sait parler, et chez les médecins qui a une autorité naturelle, c'est merveilleux. Mais on laisse faire le hasard et pas la nécessité. Je vais me permettre, il faut bien mesurer qu'être manager, c'est extrêmement difficile. Je pense que les gens ne le mesurent pas tant qu'ils ne l'ont pas été. On voit d'ailleurs régulièrement des collègues qui souhaitent devenir manager et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ces fonctions. Heureusement, la plupart d'entre eux, lorsque la sélection se fait bien, on se rend compte qu'on peut les accompagner et réussir à travailler tous ensemble. Pourquoi c'est difficile ? C'est parce que le manager, il est à la fois musicien et chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il doit connaître techniquement ce dont il parle. Il doit avoir une base technicienne universitaire forte, sinon il ne peut pas piloter. Vous ne pouvez pas être chef d'orchestre sans connaître le solfège et sans connaître des instruments. Ce n'est pas possible. Et sans en connaître plusieurs. On ne vous demande pas de tout connaître, mais vous devez en connaître 2, 3 et connaître le solfège. À l'hôpital, c'est pareil. Le directeur d'un hôpital, il doit connaître quelques branches, les finances, les RH, la stratégie, par exemple. Il est possible qu'il soit médecin, je rappelle que c'est possible, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il connaisse quand même les finances ou les RH, par exemple. Et il faut aussi, en plus, qu'il ait cette compétence de chef d'orchestre, c'est-à-dire l'énergie d'amener les autres à un objectif commun. Je pense la capacité à aimer les autres,
C'est-à-dire, si on n'est pas fait pour aimer les autres, c'est pas un gros mot, c'est un mot un peu tabou dans nos sociétés occidentales, mais il faut être dans une capacité à aimer les autres pour leur dire ensemble on va réussir. Parce que là, il ne faut pas faire ce métier-là. Ouais. Voilà, il faut aimer les autres, aimer avoir de l'énergie et avoir l'énergie pour faire ensemble. Et en plus du technique, et en plus ne pas avoir peur de l'altérité et du conflit parce que c'est inhérent à nos fonctions. Ah. Donc quand on prend ce triptyque, c'est très difficile d'être manager et pourtant c'est un extraordinaire métier. Alors, je voulais revenir justement sur ce mot altérité que vous utilisiez tout à l'heure, et autour du mot altérité, cette idée de dialogue qui existe à partir du moment où on reconnaît l'altérité de l'autre. Est-ce que derrière ça, la crise ne nous a pas fait prendre conscience qu'en fait, il y a véritablement un manque de lieu de dialogue dans les organisations, et puis que c'est peut-être l'occasion de redéfinir entre parties prenantes une sorte de nouveau contrat de dialogue social. Jean-Luc. Oh, oui, bien sûr. Moi, je ne dirais pas qu'il y a un manque de lieux. Je crois qu'on ne les a pas utilisés. Pendant 3 mois, les gens étaient sidérés, comme on dit. Hein, donc, bon. Et là, j'ai l'impression que depuis le mois de juin, juillet, je le vois au MEDEF ou je le vois dans ma propre entreprise, se reconstituent des lieux de débat et des lieux de dialogue. Moi, je considère, je suis un vigoureux partisan du dialogue social, que chacun doit le pratiquer, à la fois les responsables hiérarchiques, mais les organisations syndicales aussi. Si vous voulez, on va demander aux managers d'être formés, on va demander aux organisations syndicales de mieux comprendre les enjeux stratégiques. Là, on baigne dans la stratégie, on baigne dans le risque, on baigne dans l'incertitude. Les organisations syndicales ne peuvent pas être non plus strictement quantitativistes. Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, etc., etc. Moi, je suis un vigoureux partisan de former. Alors, au management, pourquoi pas, les organisations syndicales, elles ont les mêmes problèmes que n'importe quelle organisation, mais de former à la stratégie, de former au développement, de former à la prospective. Encore une fois, le dialogue social ne se décrète pas, mais il repose sur des pratiques qui doivent être améliorées avec du professionnalisme et en même temps de la connaissance. Il y a 100 ans, c'était votre contremaître qui vous apprenait à vivre. Au jour d'aujourd'hui, les sources d'information, elles sont des milliers. Bon. Et votre patron ne suffit pas à vous informer. Et vos réseaux sociaux le font. Mais pas toujours très bien. Donc, il faut confronter ça. Moi, je vous dis, incontestablement, le retour des gens dans les entreprises, c'est une opportunité de dialogue et de débat. Moi, je vois des organisations syndicales qui reprennent le contact, reprennent le lien, reprennent l'idée, etc. Nous aurons, encore une fois, une décennie managériale et fondée sur du dialogue social. On ne peut plus ou l'ignorer ou être poire. En gros, on a le dialogue social qu'on mérite. Ah mais absolument, et qu'on construit, pas seulement le mérite, qu'il arrive pas tout fait, etc. On le construit, on le fait évoluer, on ajuste, c'est un fine-tuning, c'est du fine-tuning sur les hommes, les organisations, la stratégie de l'entreprise, l'évolution professionnelle, enfin, etc. Et là, on va être tous bouleversés pendant les années qui vont venir. Hein. Jérôme Gamelin, sur ce sujet ? Le dialogue social, à mon sens, changé pendant la crise Covid. Il n'a pas été inexistant, mais il a pris une autre forme. Bien sûr, bien sûr. Dans les hôpitaux publics, ceux que je dirige, les amis, les collègues du Grand Est qui sont dans les hôpitaux, que s'est-il passé ? Effectivement, oui, l'instance classique, le CTE, le comité technique d'établissement, l'équivalent d'un CE dans une entreprise privée, ne se tenait plus. C'est vrai, parce qu'on ne pouvait pas le faire tenir, évidemment, le CHSCT non plus. Par contre, qu'est-ce qu'on a fait ? Dans la vraie vie, tous les jours, on était en cellule de crise avec des collègues représentant les médecins, les soignants, administratifs, logistiques, techniques, bref, tous nos métiers hospitaliers pour définir ensemble ce qu'on devait faire, avec un chef d'orchestre, le directeur, qui permettait d'avancer tous ensemble et de trouver une stratégie commune. Derrière ces cellules de crise, il y avait des réunions techniques sur les questions de locaux, sur les questions médicales, sur les questions soignantes. Derrière ces autres réunions techniques, il y avait des rencontres directement avec le personnel, qui par ailleurs, moi je pense, sont l'apanage du dialogue social actuel depuis quelques années. Les entreprises agiles et libérées, c'est des rencontres directement avec le personnel, c'est plus dans des cercles restreints au central. Et donc le dialogue social, il a existé, mais on l'a changé. Et la difficulté peut-être qu'il faut se poser, et ça rejoint ce qui a été dit par notre collègue aujourd'hui, c'est de se dire quelle est la place
des représentants du personnel dans ce nouveau dialogue social où la direction et les managers vont plus souvent et vont devoir de plus en plus être au contact des professionnels. Je pense que leur rôle, c'est d'être effectivement dans une logique de définition, de co-définition de la stratégie de l'entreprise, des règles globales des ressources humaines et beaucoup moins peut-être dans des approches individualistes ou quantitativistes. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je vous donne aussi un autre exemple, c'est que dans notre organisation, le syndicat des managers publics de santé, on constate qu'il est encore plus nécessaire qu'avant d'aller sur le terrain rencontrer nos collègues. Donc on voit même au sein d'organisations syndicales que le besoin de présence auprès, finalement, des collaborateurs est une demande importante et qui n'est plus à mettre de côté comparativement à avant. Pour rejoindre ce que Jean-Luc Placé disait tout à l'heure sur la formation des managers et faire le lien avec le dialogue social, est-ce que les managers aujourd'hui prennent assez le temps pour sécuriser, je dirais, les décisions et vérifier que tous les cadres soient alignés avant de prendre une décision, ce qui serait aussi une manière de limiter un besoin en dialogue social? Si vous voulez, c'est un petit peu comme la qualité. Alors, souvenez-vous des cercles de qualité d'il y a 30 ans, il y a 20 ou 30 ans, etc. Et puis, on a nommé des directeurs qualité. Bon, il y a la qualité, il y a un type qui doit s'en occuper. Le dialogue social, comme vous l'avez dit dès le départ, dans le fond, la gestion de conflits, etc., puis moi, je ne l'ai pas trop appris dans mon école ou dans mon université, il y a un DRH ou il y a un directeur des relations sociales pour le faire. Erreur majeure. Le DRH ou le directeur des relations sociales est un chef d'orchestre, d'ailleurs, il doit faire jouer la trompette, le hautbois, le violon, bon. Mais c'est à la trompette, au violon et au hautbois de jouer. Donc, et lui doit regarder ça. Et c'est exact. Au jour d'aujourd'hui, alors je dirais miraculeusement non, c'est une mauvaise manière de dire, mais le Covid ayant quasiment, pas toujours, mais supprimé beaucoup de présentiel, va forcer à être un petit peu plus à l'écoute et individuellement avec les gens qui sont autour de la table. Parce qu'on avait du théâtre, hein, toutes ces réunions, tous ces machins sociaux, tout ça, c'était du théâtre très arrangé, avec des choses très écrites, peu spontané, peu fondé sur une connaissance mutuelle, peu fondé sur des enjeux d'entreprise, peu fondé sur une évolution sociologique des hommes et des femmes de l'entreprise en question. On a un boulot fou, c'est merveilleux. Moi, je suis frappé, parfois, dans des organisations publiques, pour l'essentiel, mais c'est peut-être le cas également dans le privé, de la place, ou plutôt de l'absence de rôle stratégique des DRH, qui sont très souvent cantonnés, je dirais, à un rôle de chef du personnel amélioré, etc. Et ceci expliquant peut-être cela. Oui, vous avez raison, il faut à tout prix que nos managers, nos directeurs dans nos organisations ne soient pas que sur leurs fonctions techniques. En tout cas, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire que dans toutes les organisations que j'ai eu l'honneur de piloter jusqu'à présent, j'ai toujours eu pour objectif de leur donner aussi des projets extérieurs à leurs fonctions techniques. Pourquoi ? C'est pour les habituer à être dans la transversalité, à être un chef d'orchestre global sur l'établissement et de comprendre les problématiques des autres directions fonctionnelles, quelles qu'elles soient, et de se confronter au réel, autre que le réel technique de leur direction. Donc oui, je pense que le danger dans toutes nos organisations, c'est aussi d'avoir ce cloisonnement entre la qualité, les finances, les ressources humaines, et de créer une étanchéité, alors que les problèmes c'est la porosité qui compte. Alors que les problèmes ne sont ni que ressources humaines, ni que financiers, ni que stratégiques, ils sont tous transversaux, nos difficultés. Donc il faut à tout prix réussir à casser cela, et je pense qu'il faut se dire qu'on n'est pas que DRH, que directeur des finances, que directeur de la stratégie, c'est une erreur. On est tous une famille managériale avec des prédominances et des compétences techniques plus fortes, c'est vrai, mais néanmoins, nous devons avoir une uniformité de commandement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu, dans cette période, on a parlé du management, de son besoin d'évolution, mais il y a eu également un impact de la période de confinement sur beaucoup d'agences, beaucoup de personnes, une prise de conscience j'utilise un mot léger, d'ajustement de leur rapport au travail. Et qui voient maintenant leur travail de manière complètement différente, avec des exigences peut-être supérieures, avec un rapport au sens qui est complètement différent. Et est-ce que vous ne pensez pas que la manière dont les managers doivent revisiter aussi leur management doit évidemment tenir compte de ça? Et est-ce que c'est la même chose, selon vous, dans le public ou dans le privé? Moi, je crois qu'il faut établir la ligne hiérarchique. C'est-à-dire que on va dans les entreprises privées, ce sont les actionnaires. Bon.
Alors les actionnaires, on les a beaucoup mêlés. Moi j'ai connu des conseils il y a 30 ou 40 ans, on ne demandait rien à l'actionnaire, on ne demandait rien à l'administrateur, etc. Sinon d'être là. Là, ils se sont mêlés à la stratégie, mêlés aux financiers. Il faut qu'ils se mêlent au management. Il faut que la gestion des hommes et des femmes, bien sûr, mais la gestion humaine soit quelque chose qui fasse partie de leurs préoccupations. Mais, cher monsieur, pour les fonctionnaires, c'est pareil. Les politiques, les élus. C'est-à-dire, il est inconcevable, moi j'ai rencontré des politiques qui demandaient à des consultants de réorganiser leur ministère, c'était très lointain. Maintenant, le politique est le patron de telle ou telle organisation publique. Il doit se mêler de cette évolution organisationnelle et de se mêler de ce qui peut la faire marcher ou de ce qui peut la freiner. Nous avons 2 interlocuteurs nouveaux qui ne sont pas bien formés, nos amis administrateurs ou actionnaires et les politiques. On a beaucoup de travail, et notamment dans le vôtre, dans votre secteur du sanitaire. C'est-à-dire de leur apprendre comment on gère une organisation de plusieurs milliers de personnes. Il y en a qui en sont tout à fait très éloignés, hein, si je puis me permettre. Et du côté des actionnaires, c'est un petit peu pareil. Hein. Jean Gouanet, est-ce que la comparaison élu-actionnaire a du sens pour vous ou pas du tout ? Les élus sont une richesse pour la fonction publique et pour le service public. Parce que le service public et la fonction publique, c'est bien pour l'ensemble de la population. Et qui représente la population à part ceux qui sont démocratiquement élus. Légitime. Donc il faut respecter et travailler avec eux. La difficulté qu'on peut avoir, que ce soit en période Covid ou hors période Covid, à l'hôpital, j'imagine, comme ailleurs, c'est que ces élus ne sont généralement pas tous au même moment dans les mêmes instances. Bien on sûr. part un temps fou à les informer. Donc il y a des réflexions en cours. Nous, par exemple, au SNPS, nous proposons qu'il y ait un conseil territorial des élus par territoire de GHT qui mêle les députés, les sénateurs, les conseillers départementaux, les maires, les présidents de PCI. Parce qu'actuellement, ils ne sont pas tous dans la même instance, voire ne sont pas dans les instances. Ce qui nous oblige à les voir à part et ce qui, vous imaginez bien, génère différentes informations ou désinformations entre deux et ce qui prend énormément de temps d'animation politique. Donc, oui, il faut ces politiques, mais il faut les organiser pour avoir une unité de commandement de cette démocratie en faveur des services publics. Concernant le management interne, est-ce qu'il a évolué, c'était votre question, pour les agents dans l'hôpital pendant la période Covid ? Je pense que ça nous a tous rassemblés, ça a resserré des liens, et d'autant plus là où il y avait un effort d'agilité par le passé. Je pense que le Covid a été un accélérateur, c'est-à-dire les organisations, les établissements publics de santé, où il y avait déjà un effort de rassemblement, d'aller vers l'autre, d'être présent sur le terrain, finalement, de voir la direction prête à disposition sur le terrain, ça n'a pas été une surprise. Mais à l'inverse, ceux qui n'avaient pas encore fait cet effort, je pense que ça a été un accélérateur pour rapprocher les différentes strates. Une autre remarque, je pense que ce moment sur les hôpitaux particulièrement, ça a permis de montrer à tous que nos personnels hospitaliers étaient formidables, et je me permets de le dire, probablement insuffisamment considérés par l'ensemble de la société, ne serait-ce qu'au niveau de leur salaire. Je me permets juste de rappeler que les managers de la fonction publique hospitalière, si vous ne le savez pas, je vous le livre ici, sont les cadres, qu'ils soient de santé, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient logistiques ou techniques, sont de loin les moins bien payés de toute la fonction publique. Jean-Luc Placé. Oui. Et on reviendra in fine sur le conflit. Cher monsieur, moi je suis évidemment tout à fait d'accord. Seulement dans la fonction publique, il faut accepter l'évaluation de la performance. Et notamment l'évaluation de l'efficacité de tel ou tel cadre. Effectivement mal payé, mais certains peuvent être beaucoup mieux payés parce que leur évaluation est bonne. Ça, si vous voulez, on en revient à ce que vous disiez, on ne veut pas de conflit, les fameuses notations sont entre 19,25 et 19,5, enfin, etc., en tout cas dans certains corps de la fonction publique. Mais moi, je crois encore une fois, moi, je crois à l'évaluation de la performance. Il faut qu'on donne toutes ces chances aux collègues, aux collaborateurs, mais l'évaluation
l'évaluation de la performance permet de sélectionner les meilleurs pour faire ce type de travail. Et dans ce cas-là, quelqu'un qui est très en amont, parce que des vedettes de cinéma, vous en avez dans vos... Hein. On n'a pas beaucoup vu, on a vu beaucoup moins de directeurs d'hôpitaux qu'on a vu de professeurs de médecine. Mais bon, les trois pôles de l'hôpital sont extrêmement difficiles. Pour l'entreprise privée, incontestablement, moi je suis partisan, et on le fait chez nous, de favoriser, de valoriser, de donner des primes ou des salaires supplémentaires à des gens qui sont pas forcément en première ligne comme le sont vos stars de cinéma, là, mais qui font fonctionner le système dans son entier, bien sûr. Sur ce point, je vous laisserai donner, mais ce sera en même temps une dernière question qui nous permettra de conclure. Est-ce que vous pensez, vous évoquiez les actionnaires, vous évoquiez les élus, est-ce que vous pensez que, pour revenir au sujet de la peur du conflit, des élus locaux en l'occurrence, vont avoir exactement la même attitude par rapport au conflit en début, en milieu ou en fin de mandat? En début, en milieu et en fin de carrière, c'est pareil. Je ne serais pas très, très rassuré sur cette question. Alors, je me permets aussi de compléter par rapport aux propos tenus par le collègue. Nous, au SNPS et sur notre liste, nous sommes favorables à ce qu'il y ait une individualisation des rémunérations par rapport à des objectifs et qu'on puisse valoriser davantage ceux qui le méritent. Ça nous semble très important, effectivement, pour amener les personnes à de plus grandes responsabilités parce qu'ils en ont fait la preuve et l'expérience et pour valoriser les meilleurs de nos collaborateurs. Donc nous y sommes favorables. Et éviter le mot que vous utilisiez tout à l'heure, certaines humiliations dans des carrières, parce qu'il y a des personnes qui sont des vaincus, je dirais, de la promotion. Tout à fait. Et nous sommes aussi favorables à ce qu'il y ait une meilleure lisibilité de tous les managers. Je rejoins aussi ce qui a été dit. Pendant la crise Covid, on a vu quoi? On a vu surtout, excusez-moi, parfois les positions les plus extrêmes dans les médias, qui font toujours beaucoup de bruit. Et à l'inverse, nous pensons, je pense, au nom de la liste que je représente, que nous n'avons pas vu l'ensemble des managers de santé, et parfois aussi nos professionnels tout simplement de santé de terrain, qui ont fait fonctionner toute l'organisation, qui ont permis la prise en charge de nos usagers. Et donc il faut être fier d'être manager et faire entendre notre voix, qui est probablement plus constructive, parfois moins percutante médiatiquement, mais plus constructive et qui nous permet d'avancer. Par rapport à mes élus? Concernant les élus, je pense effectivement qu'il y a toujours un changement de position des élus au niveau national ou local par rapport à l'agenda électoral. On le sait, nous, dans nos services publics, et on vit avec ces élections qui reviennent extrêmement régulièrement, beaucoup plus régulièrement que d'autres pays développés, nous freinent régulièrement dans nos actions. Parce que vous savez qu'en tant que manager de santé, en tant que fonctionnaire, fonctionnaire, agent public, nous avons des obligations de réserve. C'est-à-dire que 2-3 mois avant les élections, blocage. Plus de projet ni positif ni négatif, parce que même un projet positif peut entraîner des crispations politiques et des difficultés sur un territoire. Donc on ne bouge plus. Le problème, c'est que les élections reviennent trop souvent en France. Je ne dis pas qu'il y a trop d'élus, c'est un autre débat, je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, l'agenda politique est trop récurrent en France et nous empêche parfois d'avancer comme on le devrait pour nos usagers. Remettons l'usager au centre par rapport à ces problèmes électoraux. Beaucoup de politologues posent la question d'ailleurs du calendrier électoral dans l'avenir, dans des périodes où les crises vont se répéter, savoir si le calendrier électoral est adapté à un rythme de crise fréquent. Messieurs, je vais vous remercier pour vos propos. Merci également à VECA, à Casden, la banque coopérative de la fonction publique qui a permis cette émission. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Parlez-vous public.